c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, suite et fin du 11e volet de la série Saylor intitulé Les échecs du fiat. Michael et Robert concluent leur analyse comparative des systèmes monétaires fiat et Bitcoin par une réflexion sur l'immutabilité de Bitcoin, propriété tout à fait inédite même à l'échelle du cosmos, qualité émergente qui se renforce à mesure que le réseau s'étend et rallie à lui toujours plus de participants. Réflexion en forme de mise en garde aussi, gardons-nous bien de manipuler les constantes de l'univers, respectons scrupuleusement l'équilibre initial sur lequel se bâtit patiemment un riche écosystème, une économie sophistiquée, une sécurité garante de l'intégrité du système et de son incorruptibilité. Et puis, en conclusion, on évoquera l'actualité toute récente, l'annonce par Michael Saylor le 1er mai de la sortie de MicroStrategy Orange, une solution d'identité numérique décentralisée sur la blockchain Bitcoin, projet qui suscite évidemment beaucoup de réactions et pas que de la sympathie. On en parle dans un instant. D'ici là, je reprends la lecture de notre conversation à partir du tout dernier paragraphe du volet précédent pour nous en remémorer la substance. Il était question des frictions omniprésentes pour le transfert de fonds dans le système fiat. Robert, la pleine jouissance de notre droit de propriété doit nous permettre d'envoyer, d'exprimer, de recevoir, de déplacer l'actif comme bon nous semble. Mais cette obligation de dépendre d'une contrepartie, tous ces délais et autres obstacles qui se présentent à nous, tout cela porte atteinte à nos droits de propriété et à notre argent. Michael, ouais, je vous rejoins complètement sur ce point. Votre propriété s'en trouve bel et bien altérée. Elle est taxée explicitement par un gouvernement, une municipalité, un État ou un gouvernement fédéral, ou bien taxée de manière privée par le réseau de transfert d'argent qui vous facture des frais pour le déplacer. Et c'est un vrai défi. Donc les problèmes avec le transport, c'est qu'il est soit difficile, soit dangereux, soit impossible, soit onéreux. Et cela nous mène à ces deux lacunes supplémentaires de l'étalon fiat. On a tout d'abord affaire à beaucoup de défaillances de crédit, car de nombreuses dettes complexes se retrouvent superposées sur la monnaie de base. Et on parle là de dettes complexes et d'instruments de crédit associés à un risque de contrepartie, des chèques sans provision, des fraudes aux chèques, et toutes ces situations où quelqu'un s'est engagé à payer. Et puis ensuite, il y a les fraudes sur les titres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trop d'applications complexes bâties sur la base de la représentation d'une contrepartie à votre égard. Il vous est tout bonnement impossible d'authentifier ou de vérifier de manière transparente que ladite application est correctement construite et garantie de manière appropriée. Et inévitablement, quelqu'un va vous déclarer « Ouais, nous avons 2 milliards de dollars de réserve. » Mais c'est faux. Mais vous l'ignorez. Survient alors un effondrement des titres émis, ou du crédit, ou des bons, peu importe ce qu'ils ont émis. C'est inévitable. Et pourquoi donc ? Mais c'est ça la question. Pourquoi ces bulles de crédit ? Pourquoi tant de fraude sur les titres, sur les talons fiat ? Reprenons nos principes de base. À mon sens, la réponse est la suivante. Le protocole de base du fiduciaire est défectueux. La monnaie de base est défectueuse.
Est-ce un registre partagé, immuable, exact? Eh ben non. La réponse est non. Il n'est ni partagé, ni immuable, ni exact. On a là un registre imparfaitement partagé, altérable et tout à fait inexact. On peut juste en dire que c'est un registre, pas vrai, Robert? Ouais, c'est un registre. Michael, un registre qui n'est ni partagé, ni immuable, ni exact, sans règlement final, avec donc, à la clé, une fraude massive sur les réseaux de cartes de crédit, des transferts qui n'ont jamais eu lieu mais qui sont affichés comme tels, des bilans qui n'existent nulle part mais qui sont représentés comme existants. On a clairement un problème au niveau de la couche de base. Le deuxième problème provient du protocole de la couche d'application. Il est aléatoire et manuel. Le protocole à partir duquel je vais créer des applications, c'est une monnaie de base. Un titre constitue une application, tout comme une carte de crédit, c'est une application. Il n'y a pas de protocole technique, c'est pas programmable, il n'y a pas d'API, on est sur du protocole manuel et chaque banque crée donc sa propre application. Par exemple, un prêt bancaire constitue une application de monnaie fiat et chaque banque exécute son propre ensemble de prêts. Chacune d'entre elles est censée conserver un certain niveau de réserve, n'est-ce pas? Mais elles sont auditées. Et le simple fait qu'elles aient besoin d'un audit démontre que ces applications sont tout simplement exécutées de façon hétérogène et manuelle. Autrement dit, il n'existe pas de protocole d'application transparent et parfait. Par conséquent, aucune application sous l'étalon Fiat ne peut se targuer d'être mathématiquement et techniquement intègre. Prenons cette simple métaphore. Là où dans le monde réel je me tiens simplement debout sur la terre ferme, dans le monde Fiat, j'ai les yeux fermés et on m'a juste assuré qu'en faisant 2 pas à gauche, je me retrouverais sur la terre ferme. Mais j'ignore si c'est vraiment le cas. Tout comme j'ignore si je me trouve à 30 mètres de la falaise ou juste à 30 cm de l'escarpement. Voilà ce que l'on m'a simplement déclaré et je ne dispose d'aucun protocole me permettant de démêler le vrai du faux. Dans notre grande indulgence, nous allons sans doute juste considérer que les gens font constamment des erreurs. Oh, moi qui vous pensez à 3 mètres de la falaise alors que 2,50 m vous en séparez seulement. Voilà donc pourquoi vous êtes mort. Peut-être était-ce là une simple erreur commise en toute honnêteté, n'est-ce pas? Ou peut-être était-il dans mon intérêt de vous annoncer que vous étiez à 3 mètres de la falaise quand vous vous teniez en fait à 1,50 m du bord. Robert, voilà qui nous ramène à la propriété phare de Bitcoin qui élimine le besoin de faire confiance. Ne vous fiez pas, vérifiez. Et avec ce gigantesque marché des dérivés, toutes ces fraudes sur les titres et autres valeurs mobilières que vous décrivez deviennent de véritables armes de destruction financière massive. Armes dont la dangerosité repose avant tout sur l'écart qui prévaut entre le commerce d'une part et le règlement dans le système Fiat d'autre part. Il n'y a tout simplement aucun règlement final, lequel constitue le mécanisme de vérification. Cet écart dissimule donc une accumulation de risques dont l'ampleur systémique est la cause de gigantesques effondrements. Revenons sur le manque d'intégrité des applications sous l'étalon Fiat que vous évoquiez. Cette intégrité, bien sûr qu'elle fait défaut, et à mon sens, elle est synonyme de corruptibilité. Ces systèmes pâtissent donc non seulement d'un manque d'intégrité mathématique et financière, mais aussi d'un défaut d'intégrité morale, bien incapables qu'ils sont de résister à la corruption. Michael, je ne peux pas assurer personnellement la garde d'1 milliard de dollars d'or. Je le confie par conséquent à la banque. Et cette dernière me remet un dérivé d'or dont je suppose que c'est de la monnaie de base. Idem, je ne suis pas en capacité de me faire livrer 1 milliard de dollars de monnaie fiat, donc je le confie à la banque et me voilà avec leur instrument de crédit que je considère comme base monétaire. On met là en évidence 2 profondes lacunes à l'origine de la rupture de ces 2 systèmes. La première est le protocole de couche de base est défectueux. Ce qu'il nous faut, c'est un protocole de couche de base permettant le règlement final à n'importe quelle échelle. Pouvez-vous effectuer un règlement final de 387 $? Pouvez-vous effectuer un règlement final de 38 millions de dollars? De 38 milliards de dollars? Pouvez-vous le faire chaque jour? Si c'est le cas, si vous êtes en mesure de le faire à n'importe quelle échelle ou fréquence, alors l'étalon or ou l'étalon fiat sous-jacent
aura une certaine intégrité, un minimum d'intégrité. La deuxième lacune est qu'il n'y a pas de protocole d'application. Donc, aucun moyen de créer un titre ou un dérivé ou une application de couche 2 au-dessus du jeton monétaire de la couche 1. On en a besoin des applications, non ? On ne peut pas juste se satisfaire d'une base monétaire. Je veux dire, vous voulez du crédit, un rendement, un contrat d'assurance. Ou peut-être avez-vous besoin de pouvoir déposer une garantie et la récupérer. Ou peut-être voulez-vous mettre quelque chose en fiducie avec un arrangement de multisignature sur une durée de 37 ans. Il y a un paquet d'applications qui permettent au monde de fonctionner. Mais il n'y a pas de protocole d'application. Donc dans les deux cas, basé sur l'or ou sur la monnaie fiat, le protocole de couche de base est défaillant. Quant au protocole d'application, il est soit défectueux, soit inexistant. Toute la singularité de Bitcoin, et ce qui en fait de la monnaie numérique, provient du fait qu'il est à la fois un protocole de couche de base permettant le règlement final et un protocole d'application. Alors certes, on peut en débattre. Le dit protocole d'application se trouve-t-il sur la chaîne de base, la blockchain ? Si c'est le cas, l'application est un transfert Bitcoin. Se trouve-t-il sur Lightning ? Vous savez, en utilisant une layer 2, une surcouche, l'un comme l'autre peut être considéré comme protocole d'application. Robert, et vous conservez toujours l'option de règlement final, y compris sur Lightning. Donc je pense que le cœur du truc, et c'est vraiment capital, et il faut que les gens le comprennent, l'antifragilité de l'économie mondiale dépend de cette simple proposition. Un système permettant un règlement final à plus haute fréquence confère à la structure économique plus de vérifiabilité, ce qui réduit la corruption et les crises. Notez bien que notre système fiat actuel produit exactement l'inverse. N'offrant qu'un règlement final à très basse fréquence, il ne confère à l'économie qu'une très faible vérifiabilité, et cela donne lieu, sans surprise, à beaucoup de corruption et de crise. Michael, un règlement final à haute fréquence permet l'ancrage dans le réel. Robert, et c'est ce qu'est la blockchain, n'est-ce pas ? Michael, c'est la réalité. À chaque seconde, la gravité teste votre structure et votre orientation. Connaissez-vous cette phrase ? Pouvez-vous défier la gravité ? La réponse est la suivante. Pas impossible pour une seconde ou deux, tout au plus si vous êtes un bel athlète, n'est-ce pas ? Vous pouvez défier la gravité pendant un bref instant. Cela requiert une force et une agilité extraordinaires, et cela reste très périlleux. Tentez donc un salto arrière. Vous pourriez vous réceptionner sur la tête et vous briser le dos, et vous vous retrouveriez là, mort ou paralysé à vie en quelques secondes à peine. Il y a donc un règlement final. Considérez un réseau d'actifs cryptographiques, comme Bitcoin. Bitcoin est sans doute le seul exemple abouti, pleinement réussi, de réseau d'actifs cryptographiques, et en tout cas c'est le plus grand. Les paramètres fréquence et taille de bloc d'un tel réseau correspondent aux constantes espace-temps d'un univers. La fréquence de 10 minutes, c'est la vitesse à laquelle l'univers évolue. Quant à la taille du bloc, c'est le contenu gravitationnel, soit la relation entre la masse et l'énergie et le degré de compactage de la matière. Une fois ces deux constantes établies, vous avez défini les constantes régissant votre univers. Tout le reste évolue à partir de ces deux constantes, raison pour laquelle il ne vous viendrait jamais à l'idée de les modifier. Les changer, ça reviendrait à jouer à Dieu. Et jouer à Dieu, c'est un jeu auquel on ne se livre qu'une seule fois. Une fois l'univers amorcé, si vous changez la fréquence ou la taille du bloc de Bitcoin, vous invalidez tout le travail qui a précédé, vous mettez en péril toutes les structures qui se sont formées dans l'univers depuis le début des temps, vous altérez chaque mécanisme qui a émergé au sein de cet ensemble de structures, vous les altérez et peut-être que vous allez les briser. Vous plongez le futur dans le chaos. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut difficilement être plus clair pour moi. Mais si vous le voulez, voici une métaphore physique. Imaginez que là, maintenant, je puisse tripler la gravité à la surface de la Terre. Qu'en claquant des doigts, je puisse tripler la gravité. À votre avis, combien de meubles s'effondrent ? Combien de chaises ? Combien de cœurs cessent de battre ? Combien de navires sombrent ? Combien d'avions restent en vol ? Combien d'usines continuent de fonctionner ?
Les choses se brisent, les usines s'écroulent, tout comme les bâtiments et les ponts qui s'effondrent et les pneus se dégonflent. Pensez à celui ou ceux qui ont travaillé 100 ans durant pour créer cette grande entreprise ou pour édifier le Rockefeller Center. Et le voilà qui s'effondre, à l'instant. Donc vous avez bossé 100 ans et achevé quelque chose d'absolument magnifique jusqu'à ce que tout à coup, tout ce monde s'évanouisse. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Eh bien, vous avez tout simplement changé la constante gravitationnelle, vous avez modifié la constante espace-temps et cette structure qui s'est soigneusement construite tout au long de cette éternité, la voilà donc maintenant rendue nulle et non avenue. Elle s'effondre. La conception des navires prend en compte le nombre de Reynolds. Et il y a cette notion dite de vitesse de carène qui dépend de la forme de la coque. Fonction de l'écoulement du fluide. Ce sont des constantes de base. Peu importe la vitesse à laquelle vous la poussez, la carène n'ira pas plus vite parce que l'eau va la repousser aussi fort. Voilà pourquoi un navire de 50 mètres de long et 10 mètres de large naviguera à 12, 13 nœuds indépendamment de la puissance de son moteur. Le monde fonctionne ainsi, c'est tout. Autre exemple, les ondes de choc et la vitesse du son. Il y a une raison à la vitesse du son. Je veux dire, c'est une constante fondamentale. Vous dépassez la vitesse du son, ça veut dire que vous avancez plus vite que l'air ne peut s'écarter de votre chemin, ce qui cause une onde de choc dévastatrice. Que se passe-t-il alors si vous changez la vitesse du son ? Si vous changiez la vitesse de la lumière ? Robert, ouais, exactement, j'adore. Car nous voilà peut-être en train de créer un autre mème où Bitcoin est le égale MC2 de la monnaie. Et qu'on ne joue à Dieu qu'une seule fois, comme vous le dites si bien. Satoshi l'a fait, il a établi les règles, et les stratégies que nous bâtissons dessus dépendent de l'invariance de ces constantes. Si vous modifiez ces constantes, toutes les stratégies construites à partir d'elles s'effondrent. Michael, ouais, et c'est le cas de l'industrie du minage de Bitcoin qui repose tout entière sur le fait que Bitcoin est émis à un certain rythme, que le protocole prévoit une réduction progressive de cette émission et que la valeur de tous les frais de transaction repose sur la taille du bloc. Augmenter cette dernière et les revenus de transaction s'effondrent. Si les revenus des transactions s'effondrent, la rentabilité du minage de Bitcoin s'effondre. Si le minage de Bitcoin s'effondre, la consommation d'énergie s'effondre, et si la sécurité s'effondre, c'est tout le réseau qui s'effondre. Savez-vous ce qui se passe sur certains projets en preuve d'enjeu ? Passez de la preuve de travail à la preuve d'enjeu et vous détruisez toute votre activité de minage. Si vous anéantissez toute votre industrie minière, c'est toute la sécurité sociale, politique, économique et thermodynamique qui s'effondre. Et si tout cela s'effondre, c'est l'intégrité et la durabilité même de l'argent qui s'évanouissent. Il y a toutes sortes de conséquences de deuxième, troisième et quatrième ordre à tel changement. La base fondamentale garante de l'intégrité du système est la suivante. Chacun doit pouvoir être tout à fait certain que Dieu ne va pas changer les règles et qu'on peut sereinement consacrer sa vie tout entière à œuvrer sur un projet. Voulez-vous rendre les gens fous ? Changez les règles. Je vais juste changer la vitesse de la lumière et la vitesse du son et puis, tiens, tant qu'à faire, je vais quintupler la gravité avant de vous laisser concourir aux Jeux Olympiques. Et puis là, tandis que tous vos concurrents s'élangent, je réduis la gravité terrestre à la gravité lunaire et les voilà qui font des bonds de 60 mètres en l'air et ils prennent le dessus sur vous, ils vous battent. Et vous vous dites, ce gars a bénéficié de la gravité lunaire alors que je me suis tapé la gravité de Saturne et je me suis brisé les jambes, mes hanches sont cassées. Et me voilà allongé sur un brancard, une perfusion dans le bras et mon cœur sur le point de s'arrêter. Et l'autre mec là-bas qui bondit par-dessus le stade, c'est complètement injuste, pas vrai ? Ok, à un moment donné, si les dieux jouent avec vous comme cela, vous allez vous dire, ce jeu, c'en est fini pour moi. Et les gens se retirent de l'écosystème, déguerpir en courant, fuir aussi vite que possible cet univers aléatoire qui veut votre peau. Évidemment, que feriez-vous d'autre ? Robert, on en revient à Bitcoin. L'introduction de l'immutabilité. Fait complètement inédit et on réalise à quel point une telle propriété est capitale pour l'argent, la monnaie. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais là je pense que vous l'articulez de façon vraiment très précise. En vérité, l'accomplissement de Bitcoin, c'est de changer le monde de façon radicale
en demeurant profondément inaltérable. Bitcoin, c'est le premier ensemble de règles inaltérables que nous n'ayons jamais eues, et cela nous oblige tous à réorienter nos stratégies. Là où la monnaie fiat manifeste le changement incessant des règles, vous parlez de rendre tout le monde fou. Voilà pourquoi on a ce monde de cinglés. Michael, à chaque cycle électoral, à chaque nomination politique, on pourrait dire même, parce que je pourrais tout à fait nommer un nouveau chef de la Fed demain. Notez bien que l'immutabilité du Bitcoin est une propriété émergente. Il n'y a rien ici-bas d'absolument immuable, hormis Dieu. Cette immutabilité est donc une propriété émergente de Bitcoin qui se renforce à mesure qu'il se décentralise et que son inertie thermodynamique augmente. Quand il y avait 100 hodlers, cela n'était pas rien déjà. Avec 1 million de hodlers, Bitcoin gagne sérieusement en immuabilité. Et fort de 100 millions de hodlers, cette immuabilité s'accroît encore. Lorsque le minage de Bitcoin prend de l'ampleur, lorsque la propagation des hodlers s'accélère, lorsque plus d'institutions, d'organisations et de juridictions conservent Bitcoin, plus Bitcoin se diffuse et se propage, plus immuable il devient. Et cela accroît le niveau de confiance que vous accordez à l'intégrité du système. C'est ce qui est fascinant dans ce phénomène que j'ai décrit comme un feu dans le cyberespace. La métaphore du virus monétaire se propageant dans le cyberespace est sans doute une métaphore plus pertinente encore, car c'est bien une créature vivante. On peut certes débattre du type de créature dont il est question, mais on a bien là une créature vivante, massivement décentralisée, extrêmement tolérante aux pannes et dotée d'un code génétique. Et c'est une créature en essaim. Elle reproduit génétiquement de l'ADN, et plus elle se reproduit, plus elle se propage, plus elle devient décentralisée, plus elle gagne en immuabilité, en vitalité, et plus elle devient forte. Robert, Bitcoin nous rémunère pour rentrer en symbiose avec lui. C'est ainsi qu'il grandit, n'est-ce pas ? Il incite tout le monde à interagir favorablement avec son réseau, que vous soyez un mineur, un hodler, un développeur, tout le monde se retrouve aligné, œuvrant au succès de Bitcoin en vertu de la conception de sa structure d'incitation. Michael, c'est une sorte de nuage des saints de vérité, une nébuleuse de vérité belle et bien vivante. Robert, j'ai tweeté ça l'autre jour pensant que cela vous plairait, parce que la monnaie fiat est précisément l'opposé. C'est comme un nuage d'auto-enfumage. On s'imagine qu'en imprimant simplement plus d'argent, tout va bien se passer, qu'ainsi on va pouvoir planquer toutes les erreurs du passé. Et le remède à cette duperie qu'on s'inflige, j'en ai discuté avec ce gars John Vervaeke, et il dit, le remède, c'est la sagesse. On pourrait donc dire aussi que Bitcoin est un organisme nuage et saint de sagesse, ce qui nous ramène au principe essentiel de la monnaie. Michael, c'est une chose extraordinaire, vraiment extraordinaire, Robert. Et pour les étrangers, ceux qui ne connaissent pas Bitcoin, nous avons l'air complètement givrés. Michael, donc la race humaine a fait ce premier essai avec l'argent métallique. Elle est passée ensuite à la monnaie fiat et puis on a inventé des ordinateurs qu'on a mis en réseau et on a perfectionné la cryptographie. Et donc une fois qu'on a coché la case ordinateur, la case réseau et la case cryptographie, on s'est retrouvé avec tous les composants nécessaires pour créer un réseau d'actifs cryptographiques. Et Bitcoin, c'est cela, non ? Pas forcément le tout premier réseau d'actifs cryptographiques, mais clairement le premier d'entre eux à avoir réussi et à s'être imposé comme technologie idéale pour la monnaie. Voilà, fin du 11e épisode, sympa. Comme d'habitude, en fait, on s'y attend presque maintenant. À chaque nouvelle virée en compagnie de nos deux protagonistes, on sait désormais qu'on s'engage dans l'univers mental de Saylor, ce monde pétri de métaphores toujours surprenantes. Dernier en date, ces Jeux Olympiques futuristes ternis par une sombre histoire de triche par altération de la gravité. Ou alors, non, cette fois, non, peut-être que pour toi, comme pour beaucoup d'autres, c'est too much. Ras la casquette des métaphores de Michael. Pourquoi pas ? C'est dans l'air du temps. Nombreux sont ceux qui critiquent Saylor et dénoncent son abus d'analogies et de métaphores qu'ils jugent aussi absurdes que fallacieuses. Qu'en penser ? On s'arrête ? On y réfléchit ? Écoute, le contexte s'y prête plutôt bien.
Saylor annonçait hier même le lancement de MicroStrategy Orange, une solution open source de gestion décentralisée d'identité numérique. On parle d'un usage non monétaire de la chaîne Bitcoin. Cela lui vaut sans tarder une volée de bois vert de la part d'experts comme Zooko, Poolio ou Beautyon. L'annonce de Saylor fait suite à une calamiteuse série d'événements. Lancement de Rune, protocole permettant de tokeniser sur Bitcoin, qui engorge la chaîne et en fait exploser les frais comme jamais en plein halving, de quoi ternir la fête. Et puis voilà Roger Ver et les 2 cofondateurs de Samurai arrêtés par les autorités américaines, le premier en Espagne pour fraude fiscale, les autres au Portugal pour blanchiment. Les communiqués officiels sont pour le moins menaçants, intimidants, et immédiatement, A5 et ZK Snacks retirent leurs wallets Phoenix et Wasabi du marché US. On sent Bitcoin déstabilisé, temporairement au moins, par la prolifération de projets d'inscription plus ou moins parasites. On le sent ouvertement menacé aussi à travers ces signaux qui, sauf preuve du contraire, témoignent de la détermination des USA à capturer Bitcoin par voie réglementaire, à le vider de son essence révolutionnaire, du projet de liberté qu'il porte et à laisser à ses adeptes pour seule consolation la promesse de l'appréciation de son cours, le number go up. Donc ouais, la séquence est objectivement compliquée, sans doute les prémices d'une nouvelle phase de ce combat que l'establishment financier, notre Goliath, livre à Bitcoin. Un premier round qui coïncide avec le déploiement planétaire des ETF Bitcoin, véritable coup d'envoi de la phase d'institutionnalisation de Bitcoin. Et Saylor là-dedans, vas-tu me dire? Eh bien, sur le fond, certains lui reprochent de ne pas avoir pleinement compris Bitcoin, quand d'autres craignent qu'il en compromette l'essence en négociant les termes d'un accord gagnant-gagnant avec l'establishment. Et sur la forme, l'utilisation immodérée par Michael d'analogies et autres métaphores ne fait pas l'unanimité. Ouais, c'est comme ça. Commençons donc par là. Il y a quelques semaines à Madère, Daniel Batten, bitcoiner néo-zélandais, ex-activiste écologiste, m'a offert son livre intitulé « How to Change the World with One Pitch, a Blueprint for Winning at Life, One Conversation at a Time », soit « Comment changer le monde avec un discours, un plan pour gagner dans la vie, une conversation à la fois ». Et dans cet excellent guide de coaching, Daniel nous éclaire sur l'art de la métaphore. Voici quelques extraits. Aristote voyait dans la métaphore l'outil essentiel de tout dirigeant. Dans son livre « La poétique », il va plus loin en soutenant que la meilleure chose à faire est d'apprendre à tout leader de maîtriser l'art de la métaphore. L'objectif de tout discours étant d'amener les gens à une nouvelle compréhension. Pourquoi la métaphore est-elle donc si efficace? Il y a 2 raisons à cela. La première est liée à la façon dont nous traitons l'information. Le cerveau traite chaque mot comme une image, ce qui signifie que lorsqu'il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'images à retenir dans le cerveau en même temps. La création d'une image unifiée permet de se souvenir de tout plus facilement. Créer une telle image intégrée peut se faire par le biais d'une histoire ou d'une métaphore. La métaphore crée une image visuelle facile à se remémorer et qui transmet rapidement un sens à ce qui est dit. Lors d'un pitch ou d'une présentation, votre tâche consiste non pas à demander à votre public de faire l'effort de vous comprendre, mais de décider de vous soutenir. Comme la métaphore réduit l'effort de compréhension, il reste plus d'espace dans l'esprit de votre public pour prendre une décision en votre faveur. La deuxième raison pour laquelle la métaphore est puissante est son efficacité. Souvent, lors d'une présentation, vous devez introduire des concepts peu familiers. Faire comprendre de nouveaux concepts en partant de zéro peut s'avérer difficile. C'est là que le pouvoir de la métaphore est inestimable. Vous construisez votre métaphore sur quelque chose que les gens connaissent déjà et vous introduisez un nouveau concept en utilisant la métaphore. Vous créez un raccourci. Voilà, je trouve cet apport théorique bien utile. Pas toi? Bah ouais, parce que je crois que tous,
On a à un moment donné été bluffé par la puissance éducative des images, des analogies et des métaphores employées par Saylor, ne serait-ce que parce qu'on sait tous à quel point il est ardu, compliqué d'enseigner Bitcoin. On sait qu'entre notre ardent désir de partager notre fascination pour Bitcoin et notre capacité à le faire, il y a un fossé gigantesque. On sait trop bien la difficulté qu'il y a à maintenir l'attention d'interlocuteurs submergés d'explications. Et donc, pour la plupart d'entre nous, c'est difficile d'ignorer le talent de Saylor, l'éducateur, sa capacité hors norme à nous faire intégrer sans effort des notions complexes. Pas vrai ? Cela dit, on est aussi bien conscient que Saylor a une telle influence qu'il est capital pour la communauté de vérifier son discours, d'en examiner les limites et les risques. Première remarque, je dirais que Saylor a beau apprendre très très vite, il n'est pas pour autant omniscient. Et à mon sens, il profite largement de cette longue conversation avec Breedlove pour tester la pertinence de certains concepts et consolider sa propre éducation. On trouve donc, sans surprise, dans la série Saylor des passages émaillés d'erreurs factuelles et d'autres où Michael emprunte des raccourcis ou réécrit l'histoire. Ces limites, la plupart des gens, comme moi, n'en sont guère conscients. Par ailleurs, qu'il le veuille ou non, le discours de Saylor est teinté de biais culturels et professionnels. Son éducation, sa vie, sa philosophie influent sur le sens qu'il donne à Bitcoin. On adhère ou pas, on a le choix. Idem, un trimestre après l'autre, on comprend chaque fois un peu mieux la stratégie Bitcoin de son entreprise. Je n'ai pas l'impression qu'il dissimule quoi que ce soit. On a aussi parlé des motivations et des contraintes réglementaires qui l'ont sans doute conduit à orienter son discours de façon à mettre l'accent sur Bitcoin, la propriété, la réserve de valeur, aux dépens de Bitcoin, moyen de paiement liquide de pair à pair. Idem, il me semble assez transparent sur ce point. Donc là, rappelons-nous qu'au-delà de leurs vertus éducatives, ces métaphores et autres analogies sont au service de l'influence que Saylor veut exercer auprès des différents publics auxquels il s'adresse. Tout cela majoritairement dans le contexte culturel, social, économique et réglementaire qui est le sien aux États-Unis. Pour revenir à cette annonce de solution de gestion d'identité numérique décentralisée sur Bitcoin, ce type d'application anti-spam, etc., ça fait des années qu'il en parle. Il n'y a pas vraiment de surprise. Le truc se veut open source, parfait. Si une solution efficace de ce genre voyait le jour, décentralisée, open source, disposant de plusieurs implémentations, efficiente en termes de block space, etc., ce serait plutôt là une bonne nouvelle, non ? Comparé à des solutions privées, comprendre public-privé, hyper centralisées, a fortiori, oui. Mais bon, ignorant que je suis techniquement parlant, c'est tout ce que je vois, moi. Ce que je vois aussi, c'est le même « Slay your heroes » en action. Virulence même, un avertissement. Ne pas porter au nu des individus, aussi brillants et puissants soient-ils, reconnaître notre faillibilité à tous, rester lucide sur le fait que chez de tels champions, l'erreur, l'orgueil ou la compromission se paient au prix fort pour la communauté. Et dans le cas présent, je le répète, je suis convaincu à la fois de l'intégrité du bonhomme et de la valeur que cette série, ce dialogue apporte à ce podcast, à notre éducation sur Bitcoin. Mais je peux me tromper. Pas impossible que Saylor se soit secrètement résolu à abandonner l'ambition de Satoshi pour Bitcoin, un système de paiement purement pair à pair sans tiers de confiance, un moyen de paiement libre, résistant à la censure, sans frontières. Pas impossible qu'il se soit secrètement résigné à se contenter de Bitcoin, réserve de valeur et summum de la propriété à l'ère du numérique. Pas exclu, mais je ne le crois pas. En revanche, il est clair que le combat à mener, notamment aux États-Unis, pour manifester le plein potentiel de Bitcoin, sera long et éprouvant, indépendamment, sans doute, de l'issue des prochaines présidentielles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ou à m'écrire ce que tu penses de tout cela à l'occasion. Et d'ici là, merci de partager ce podcast autour de toi. Je te souhaite une très bonne journée, une excellente soirée. Ciao.